Bonjour et bienvenue sur Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Voici le premier épisode d'un entretien en 3 podcasts consacré au livre de Jacques Luzzi, Au rendez-vous des mortels, et publié aux éditions La Lenteur. Cet entretien s'inscrit dans un dossier plus large sur le transhumanisme. Cette idéologie technologiste qui nous promet l'avènement du monde machine, c'est-à-dire un monde libéré de nos conditions d'existence humaine. Un monde où la mort, la naissance, les relations avec d'autres humains et non humains ne seraient qu'un lointain souvenir. Pour ce premier épisode de notre entretien avec Jacques Luzzi, nous reviendrons sur les caractéristiques de la civilisation moderne et ses liens avec le transhumanisme. Mais avant cela, laissons Jacques se présenter. En fait, je suis universitaire, un petit peu marginal, puisqu'en fait ma discipline officielle, ce sont les sciences économiques. Donc j'ai toujours eu une activité de réflexion critique. Donc j'ai fait mes études à Marseille et j'ai participé pendant quelques années, les premières années, à la revue Agone et aux éditions Agone. Donc ensuite j'ai eu quelques années de solitude, on va dire, avant de participer depuis une dizaine d'années comme coordinateur de revenu de la revue, de certains numéros de la revue, ou comme écrivain concernant des articles à la revue Écologie et Politique. Et puis dans la foulée, en fait, j'avais coordonné un numéro sur le transhumanisme. Et j'ai envoyé mon article aux éditions La Lenteur en leur disant que je pouvais le poursuivre dans un livre. Et donc ça les a beaucoup intéressés et c'est devenu le livre donc Au rendez-vous des mortels, qui est en fait une extension au départ d'un article écrit pour la revue Écologie et Politique. Ok, et c'est quoi qui t'a poussé en fait à écrire au départ cet essai ? Au départ, il y a un côté très pratique, c'est que en fait j'étais limité dans mon propos par rapport à la taille d'un article. En fait, je me suis rendu compte que mon article serait beaucoup trop long, donc il y avait tout un pan que j'ai pas pu écrire dans l'article, et donc j'avais besoin d'aller plus loin par rapport à ça. Après, le thème en lui-même au départ, c'est vraiment le transhumanisme, qui est en fait une idéologie qui est née en Californie, dans la Silicon Valley, et qui est en fait l'idéologie qui accompagne et qui légitime tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies, que ce soit les nanotechnologies, les biotechnologies ou toutes les technologies informatiques qui tournent autour de l'intelligence artificielle. En fait, pour moi, c'était la pointe en fait de ce qu'on peut appeler le technocapitalisme. Donc un capitalisme en fait dont on va dire le premier facteur d'expansion est devenu la technologie. Et donc cette pointe du capitalisme a développé une idéologie, un discours de légitimation qui a des aspects quasiment religieux, qui parfois sont même assumés par les transhumanistes, et cette religion en fait se diffuse de manière plus ou moins explicite partout en fait où on a besoin de justifier donc toutes ces nouvelles technologies, les nanos, les bio et l'intelligence artificielle. Et en particulier en France, donc vous avez par exemple un homme politique comme Mélenchon qui explicitement s'affirme comme transhumaniste. Mais je pense qu'en fait tout individu, tout homme politique qui soutient en fait de manière importante le développement de ces technologies dans le cadre en fait d'une poursuite quasiment illimitée du capitalisme se rapporte plus ou moins explicitement au transhumanisme. Okay. C'est la justification ultime en fait. Et c'est vrai que dans le livre, donc tu précises que le transhumanisme se
place à la pointe de ce que tu appelles la civilisation moderne, enfin que tu n'es pas le seul à appeler. Est-ce que, avant de poursuivre justement notre échange, tu peux juste définir un petit peu ce qu'est la définition moderne et quelles sont ses caractéristiques? La civilisation moderne, c'est la civilisation industrielle en fait. Il faut pas concevoir l'industrie uniquement comme une activité économique. C'est effectivement le centre. C'est l'industrialisation des activités matérielles qui caractérise toutes les sociétés. Mais cette industrialisation s'accompagne en fait d'un développement, d'une certaine mentalité, d'une certaine culture. Et en fait, c'est cette culture qui est centrée en fait au départ sur l'émergence des sciences au départ, au XVIe, XVIIe siècle. Et en fait, je me suis inspiré d'un anthropologue français qui s'appelle Louis-Vincent Thomas, qui a caractérisé en fait dans les années 1970 à travers divers ouvrages, qui a caractérisé cette civilisation industrielle comme étant à la fois nécrophobe, donc fondée sur le déni de la mort, et mortifère dans ses effets, c'est-à-dire que c'est une civilisation qui produit la mort de la nature et par voie de conséquence l'autodestruction de l'humanité. Et en quoi c'est une particularité du coup de cette civilisation moderne et pas de manière générale de la civilisation, cette ambivalence? Cette ambivalence, en fouillant bien, est quand même une caractéristique de ce qu'on peut appeler la civilisation. Donc, pour faire simple, on va dire, l'émergence de la civilisation, c'est la coupure entre ce qu'on appelle la préhistoire et l'histoire. Cette coupure, elle est caractérisée essentiellement par l'émergence de rapports de domination institués, donc par les premières formes d'État. Et on retrouve en fait au moins l'aspect au départ nécrophobe, donc déni de la mort chez les dominants, par exemple chez les dominants de l'Égypte ancienne, dont on a conservé, on peut admirer encore aujourd'hui les pyramides qui sont des tombeaux, qui étaient une manière de s'immortaliser en fait. Donc une des caractéristiques des individus ou des classes sociales qui ont dominé les sociétés civilisées, on va dire, se caractérise en fait par la volonté de ne pas mourir, au moins symboliquement. Et par ailleurs, la civilisation est née avec des rapports de domination qui étaient caractérisés par l'esclavage. Et un esclave, c'est un individu que le maître peut mettre à mort. Ça permet de caractériser en fait la domination qui se caractérise à la fois par la volonté de ne pas mourir et par la volonté d'avoir le pouvoir de donner la mort aux autres. Okay. Donc on retrouve en fait dans la caractéristique de la domination, quelle que soit la période historique de la civilisation, le côté nécrophobe et le côté mortifère. La grande différence étant la capacité en fait d'aller au bout de ces fantasmes-là, qui sont un fantasme de domination. Et cette capacité dans la civilisation industrielle, elle est portée en fait par la puissance technologique qui va très loin aujourd'hui, puisqu'en fait on retrouve ce fantasme de domination chez justement les transhumanistes, qui à la fois développent une promesse d'immortalité grâce aux technologies, et en même temps développent des technologies qui sont des technologies de puissance, qui ont des applications militaires, et donc qui portent en elles-mêmes la mort, que ce soit la mort de la nature ou la mort des autres qui sont opposés à ce projet-là. Transhumanisme. Drôle de mot qui apparaît sous la plume du biologiste et eugéniste Julian Huxley. Vous connaissez peut-être son frère, Aldous Huxley, écrivain rendu célèbre avec son livre Le meilleur des mondes. Il y dépeint une société de caste dans laquelle les bébés sont élaborés dans des éprouvettes et auxquels on attribue des caractères biologiques en fonction de leur future place dans la société. Mais pour revenir à Julian Huxley, voici sa définition.
en fait l'homme qui détermine l'orientation future de l'évolution sur cette Terre. Si elle le souhaite, l'espèce humaine peut se transcender. Nous avons besoin d'un nouveau nom pour cette nouvelle conviction. Peut-être le mot transhumanisme pourra-t-il convenir. L'homme demeurera l'homme, mais se transcendant en réalisant les possibilités de sa nature humaine et à leur avantage. Je crois en le transhumanisme. Et sitôt que cette conviction sera suffisamment partagée, l'espèce humaine se tiendra au seuil d'une nouvelle existence, aussi dissemblable que la nôtre, l'est de celle de l'homme de Pékin. Elle accomplira enfin, consciemment, son véritable destin. Oui, ça remonte même plus loin, ça remonte à l'inventeur de l'eugénisme qui est Francis Galton, donc, qui était un cousin de Charles Darwin, et qui a vraiment le projet d'une amélioration technologique de l'être humain. Je pense que cette amélioration, elle a peu... Tu peux nous définir, s'il te plaît, l'eugénisme ? Déjà l'étymologie. L'étymologie, ça vient du grec. Eugénisme, c'est bien-être. Bien-être au sens de la naissance. C'est l'idée, en fait, que c'est l'idée d'un contrôle scientifique de la reproduction humaine de manière à produire une amélioration biologique de l'être humain. Donc dès le début de l'industrialisme, en fait, certains individus se sont rendus compte que les pratiques d'amélioration des plantes et des animaux grâce à des méthodes scientifiques auraient un prolongement chez l'être humain. Donc il n'existait pas les technologies adéquates à cette idéologie au moment où elle a été lancée. Mais en fait, cette idée d'eugénisme, d'amélioration de l'être humain, de tendance vers une perfection humaine qui serait autorisée et permise par le progrès technologique, aujourd'hui a été reprise en particulier avec le développement des biotechnologies, mais aussi des nanotechnologies, puisqu'il y a l'idée transhumaniste qu'on pourrait s'intégrer des nanorobots à l'intérieur de notre corps de manière à favoriser la reproduction des cellules, donc à empêcher le vieillissement des cellules et de cette manière-là à prolonger la durée de notre existence. Les biotechnologies, évidemment, et l'intelligence artificielle de manière un peu fantasque, puisqu'en fait l'idée ce serait d'intégrer toutes les traces informatiques d'un individu à l'intérieur d'un robot humanoïde, de manière à ce que, grâce à cette mémoire informatique, l'individu puisse continuer à vivre à l'intérieur d'un robot. Ce qui est totalement fantasque parce que déjà la mémoire humaine ne se limite pas aux traces informatiques que laisse un individu. Et puis par ailleurs, un robot ne vit pas. D'accord. Un robot, c'est une machine, ça n'a pas de sensibilité, et du coup, se rendre immortel en se transposant dans un robot ordinateur, ça peut faire rêver certains, mais personnellement, ça ne me fait pas particulièrement rêver, quoi. Quand je ne serai plus là, je veux dire, je serai mort. Donc c'est quoi la différence entre le vivant et les machines ? La différence entre les vivants et les machines, c'est justement qu'un être vivant, ça naît, c'est un organisme. Une machine, c'est fabriqué. Et puis par ailleurs, il faut remonter, là aussi ça apparaît dans mon livre, il y a eu avec l'émergence de la science moderne une modification de la représentation du vivant. De représentation du vivant, de représentation de la nature. Jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, dans notre propre civilisation, la nature était considérée comme un organisme vivant qui répondait en fait aux actions humaines. Donc il fallait tenir compte de sa réponse avant d'agir sur elle. Ça a été bouleversé donc par les grands inventeurs de la science moderne que sont Galilée, Francis Bacon ou Descartes, qui ont promu en fait une représentation des êtres vivants sous forme de machines.
C'est l'idée au départ, parce que c'est une représentation chrétienne, que le dieu chrétien c'était un dieu horloger, donc qui avait organisé la nature comme une horloge, comme une machine, comme un robot, on pourrait dire aujourd'hui, et donc la connaissance des fonctionnements de ce mécanisme permettrait de la manipulation, le contrôle, la maîtrise de cette nature machine. Et en fait, aujourd'hui, les nouvelles technologies proviennent du fait que cette représentation machinale de la vie est appliquée aujourd'hui également à l'être humain. Mmh. Est-ce que ça porte un nom, cette idéologie du monde machine ? Est-ce que ça porte un nom ? Pour moi, c'est la technoscience. La cybernétique. La cybernétique, c'est le dernier échelon, en fait, qui reprend et qui pousse à la limite, en fait, cette représentation de la machine. La cybernétique, il y a toujours la représentation de la machine, mais cette représentation, elle vient de Descartes, en fait, et de Francis Bacon. C'est de considérer les êtres vivants comme des machines informationnelles. Donc c'est au fur et à mesure que la technoscience se développe, il y a une espèce d'effet de retour sur l'autoreprésentation de l'être humain. Donc au départ, la machine, c'était au sens mécanique du terme, et ça correspond à la première révolution industrielle, où l'être humain est considéré... le travailleur est considéré comme une machine au sens mécanique du terme. C'est tous les travaux de Taylor, le taylorisme, etc. La cybernétique, c'est le passage d'une représentation mécanique de la machine à une représentation informationnelle. Et cette information, chez les êtres vivants, elle est censée provenir d'un programme génétique. Donc il y a une transposition, en fait, dans la manière de représenter, de fabriquer des ordinateurs avec l'autoreprésentation humaine. Il y a deux effets. Il y a d'abord l'idée que, initialement, l'ordinateur, c'est une manière de représenter, ou la cybernétique, mais enfin l'ordinateur, c'est la concrétisation de la cybernétique, la première concrétisation de la cybernétique. Donc au départ, ça naît en fait d'une représentation mécanique du cerveau. La représentation mécanique du cerveau permet de développer des ordinateurs. Et l'effet de retour, c'est de considérer qu'une fois qu'on a construit cette espèce de double machinique du cerveau humain, en fait, on considère que l'être humain est lui-même une espèce d'ordinateur. Mmh. Et d'ailleurs, quand les une grande partie des biologistes aujourd'hui, quand ils travaillent sur le vivant, ne travaillent pas directement sur le vivant. Ils rencontrent jamais d'être vivant. Ils travaillent devant des ordinateurs pour essayer de transposer, en fait, le programme génétique en langage informatique, c'est-à-dire binaire 1-0. Et est-ce que tu peux revenir sur les conditions d'apparition de ces idées dont tu parlais avec les différents auteurs, Descartes, Galilée, Bacon, Francis Bacon. Ouais, Francis Bacon. Ouais. Parce que c'est pas seulement des idées comme ça qui ont pris une domination folle et qui ont fait consensus. C'est quoi les points de rupture qui ont permis de les légitimer et les points de basculement, en fait, pour qu'aujourd'hui elles soient à ce point-là dominantes? C'est les fondements de la science moderne. Chacun de ces auteurs a apporté quelque chose de différent. Galilée, c'est le premier, on va dire, parce qu'il y a eu le procès de Galilée. Donc symboliquement, on considère que Galilée, en fait, représente l'émancipation du savoir qui était contrôlé par l'Église pendant le Moyen-Âge, donc l'émancipation du savoir du pouvoir de l'Église.
donc qui est associé à l'obscurantisme en fait. Galilée en fait distingue deux grands livres, parce que ça reste un chrétien. Il dit il y a le livre, c'est-à-dire la Bible, et à côté de ce livre-là, il y a le livre de la nature. Et chacun est associé à une capacité de lecture. Donc le livre, la Bible, sa lecture est réservée à l'Église, parce qu'il est écrit en latin, et que le latin n'est pas la langue vernaculaire. Donc seuls les prêtres, les membres de l'Église, sont capables de lire la Bible et d'en donner une interprétation. Et pour Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Donc le grand apport de Galilée par rapport à la science moderne, c'est l'idée que les mathématiques sont le langage dans lequel est écrit la nature. Donc ça réserve en fait la lecture de la nature à une catégorie ou à une classe sociale particulière qui est celle qui possède ce langage-là. Et on le retrouve aujourd'hui, puisque quand vous faites, chacun sait que quand on fait des études, une des grandes disciplines qui permet de hiérarchiser en fait les élèves, ce sont les mathématiques. Et seul accèdent en fait à la classe qui va permettre, à la classe des ingénieurs, des technocrates, qui va permettre d'accéder à une certaine position sociale, c'est la maîtrise de ce langage-là. Francis Bacon, c'est l'association entre le savoir et le pouvoir. Donc c'est l'idée que la science, ça doit pas être simplement une activité contemplative, telle qu'elle a pu l'être par exemple dans l'Antiquité, mais une activité qui doit produire des technologies dans l'optique de maîtriser la nature. Avec un langage qui est extrêmement misogyne. Chez Francis Bacon, la nature est considérée comme une putain, en fait, qu'il faut interroger comme une putain, c'est-à-dire qu'il faut torturer la nature pour qu'elle livre ses secrets de manière à pouvoir la dominer. Et le dernier élément, c'est Descartes. Enfin, Descartes est plus complexe de ça, mais il y a quand même l'idée chez Descartes que les organismes vivants sont des machines. Donc il y a toute une réflexion dans la philosophie occidentale sur parce qu'à l'époque en fait on construisait des automates, et un des premiers grands automates ça a été l'horloge, et forcément il y a eu une espèce de, pas forcément mais d'un point de vue scientifique, il y a eu une interrogation entre le parallèle entre les organismes vivants et les automates. En quoi les organismes vivants sont des automates, c'est-à-dire des machines. Et en fait, ces trois idées-là ont commencé à fusionner, et elles ont été récupérées par le capitalisme, parce que la machine a été une manière pour les capitalistes de prendre possession de l'activité matérielle de la société. Ça a été étudié par des sociologues de la première révolution industrielle. En fait, l'activité pré-industrielle, grosso modo, était partagée entre la paysannerie et les artisans. D'accord, c'était les corporations de métiers. Et donc, pour que le capitalisme industriel puisse s'amorcer, il fallait prendre possession de ces activités-là. Et une manière de prendre possession de ces activités, ça a été d'introduire des machines, sachant que ces machines-là étaient sous le contrôle du capitaliste. Donc le capitaliste est rentré dans les activités matérielles à travers l'introduction de machines. Ok. Du coup, de ce que je comprends, c'est effectivement, on peut resituer la pensée de Galilée en son temps comme un discours de rupture vis-à-vis de l'ordre établi, l'ordre ecclésiastique. Ouais. Et en fait, les apports qui ont été faits à la suite de ça, ils sont tout simplement repris par le capitalisme pour asseoir sa base matérielle. Et c'est un effet d'aubaine en fait pour lui. Les apports scientifiques que tu viens de donner lui permettent finalement de concrétiser une domination plus large sur des parties de la population qui lui échappaient jusqu'alors. Ouais. C'est un effet d'aubaine et c'est une nécessité pour le scientifique. Parce que des individus comme Galilée, Descartes ou Bacon ne sont pas autonomes du point de vue matériel. Donc le savoir qu'ils développent, ils sont obligés de le vendre à quelqu'un pour vivre.
Et il y a notamment dans les courriers, puisqu'on on a conservé les courriers de Galilée, il y a un courrier de Galilée au Grand-Duc de Toscane qui est une véritable lettre de motivation. Où Galilée dit ben voilà, moi j'ai un savoir qui est utile et j'ai besoin de le vendre, donc achetez mon savoir et vous. Il y a même des aspects de rentabilité dans cette lettre. Il dit vous en serez pour votre argent, quoi. Ouais. Et là c'est un homme politique, c'est pas un capitaliste, c'est le Grand-Duc de Toscane, et donc ce que vend en fait Galilée au Grand-Duc de Toscane, c'est des applications militaires. Et on retrouve en fait aujourd'hui la science, les scientifiques. Là, je m'intéresse pas aux vérités scientifiques. Je suis tout à fait apte à accepter une grande partie des vérités scientifiques, mais à la position sociale des scientifiques. Les scientifiques, en tant qu'ils ne sont pas autonomes matériellement, sont obligés de produire des technologies par rapport aux gens qui dominent la société. Et les gens qui dominent la société aujourd'hui, c'est l'État et les grandes firmes. Est-ce que c'est pour ça que tu parles de technoscience ? Alors la technoscience, c'est un double rapport entre la technique et la science. Galilée n'a pu être Galilée que parce qu'il et ça c'était des marchands hollandais qui avaient fabriqué des lunettes astronomiques. Donc c'était la possibilité d'avoir cette lunette-là qui lui a permis en fait de démontrer certains éléments d'astronomie. Donc il avait besoin d'une augmentation technologique pour obtenir ces résultats. Donc ça, c'est le premier rapport entre science et technologie. La science a besoin de technologie qu'elle produit elle-même maintenant. Et par ailleurs, la science a besoin pour vivre de vendre des applications technologiques à ceux qui peuvent les acheter, c'est-à-dire, encore une fois, les grandes firmes et les États. C'est pour ça qu'en fait, une grande partie des technologies, même qu'on utilise aujourd'hui de manière tout à fait banale, Internet, les téléphones portables, etc., sont au départ en fait des innovations technologiques qui ont eu lieu dans le domaine militaire. En fait, je pense que il y a à peu près 80% aux États-Unis de ce qu'on appelle la recherche technologique qui est liée au secteur militaire. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de podcast, consacré au livre de Jacques Luzzi, Au rendez-vous des mortels. On se retrouve la prochaine fois pour le deuxième épisode. À bientôt sur Floraison.